La traversée du fleuve. Le bac était parti depuis moins d'un quart d'heure quand nous arrivâmes à G+, pour traverser le fleuve. Il était encore là, à 50 mètres de la rive, peinant de toutes ses machines pour ne pas dévier de la route qu'il se taillait obliquement 2 fois par jour dans le flot tumultueux. Il fallait donc se résoudre à l'attendre jusqu'au lendemain, quand revenu de L+, avec son chargement de marchandises et de passagers, il se disposerait à reprendre le chemin de ce grand port fluvial de la Mongala, but de notre randonnée. Attendre, cela signifiait une longue soirée et une longue nuit dans un gîte d'étape inconfortable, véritable nid à moustiques et à cancrelats, adossé à des marais aux émanations insupportables. Cette particularité de la maison de passage de G+, était tellement bien connue dans la région que chacun s'arrangeait pour ne pas devoir y passer la nuit. Seulement voilà, un pneu de la Jeep ayant crevé au mauvais moment, nous avions pris un retard considérable. À présent, nous en étions réduits à regarder tristement notre bac disparaître derrière un banc de sable. Ce contretemps, fâcheux pour nous, serait plus ennuyeux encore pour nos amis qui nous attendraient demain dans ce poste expérimental de forêt où nous souffrions depuis 2 ans dans des conditions matérielles difficiles. Ils nous attendraient en vain, nous et le dernier courrier venu d'Europe, seul lien avec l'extérieur, nous et les provisions diverses, nécessaires à notre subsistance pendant la longue saison des pluies qui devait débuter d'un jour à l'autre. Mon compagnon de voyage, un jeune agronome déjà recueilli par le soleil de plusieurs campagnes de noix palmistes, ne tenait pas plus que moi à subir 24 heures de plus dans cet endroit malsain, habité par un vieux portugais inculte et une demi-douzaine de pêcheurs rachitiques. Perplexe, il hésitait visiblement à me faire une proposition qu'il aurait adoptée d'emblée si je ne l'avais pas accompagné. Je connaissais mon bonhomme, dont la réputation de casse-cou avait déjà fait le tour du district. S'il balançait pour me parler, c'est que sa solution était hasardeuse. Il y vint pourtant après un temps de réflexion, un sourire hypocrite au coin des lèvres. Il y aurait bien un autre moyen, mais à cette heure tardive de l'après-midi, c'est un peu risqué. Il se tut en secouant la tête d'un air dégoûté, puis reprit devant mon absence de réaction. « Non vraiment, ce serait un peu délicat, surtout avec toi. » Je le laissai mijoter encore quelques minutes avant d'entrer dans son jeu. « Vas-y, accouche. » Son visage piqué d'innombrables taches s'éclaira aussitôt, et il laissa tomber presque confidentiellement ce mot lourd de signification, la pirogue. Il ne dut pas plaider très longtemps pour me convaincre de l'excellence de sa cause. Son projet était parfaitement réalisable, pour autant que l'on prît une décision immédiate, car le soleil avait déjà amorcé sa descente et dans un peu plus de 2 heures, il ferait nuit. Il s'agissait en fait d'abandonner le véhicule de ce côté du fleuve, nous le retrouverions demain au retour, et prendre place dans une pirogue de 4 ou 6 rameurs qui nous ferait accomplir la traversée en moins de 3 heures. Le bac franchissait allègrement la distance en 1 heure et quart. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'affaire fut rondement menée avec l'équipe de pagayeurs et le propriétaire de la pirogue. Quelques pièces de monnaie pour chacun et une dame Jeanne de vin de palme au retour. L'embarcation fut promptement amenée à hauteur d'une jetée en planche branlante. Nous réussîmes de justesse à nous installer sur des escabeaux de bois préparés à notre intention. 4 gaillards squelettiques nous encadraient, 2 par devant et 2 par derrière, brandissant de longues pagaies étroites, en forme de harpons, dont ils paraissaient savoir se servir. Le chef de l'équipe dirigeait la manœuvre tout à l'arrière de notre misérable coque de noix. On longea d'abord la rive sur plusieurs centaines de mètres, à petits coups de pagaie, avant de se lancer en biais à contre-courant dans le chemin séparant la rive proprement dite d'un long banc de sable. Après avoir dépassé l'étroite langue de sable, nous nous jetâmes sur une nouvelle île, toujours en adoptant la même technique de nager dans l'eau relativement calme de l'extrême bord, le plus longtemps possible, avant de se lancer dans la traversée rapide du passage des eaux entre 2 terres. Ce travail exigeait des piroguiers, une touche de l'eau précise et des changements de rythme dans la nage qui faisaient couler la sueur sur les épaules et les torses secs.
Sautant ainsi d'île en île, nous trouvâmes finalement presque au milieu du fleuve un large espace, découvert qui restait à franchir avant de retrouver l'abri relatif de bancs de sable. D'un cri, le maître de manœuvre encouragea ses équipiers chez qui on sentit passer une concentration nouvelle dans l'exécution de tous les gestes. Ayant atteint l'extrême pointe de protection des jacinthes, la pirogue déboucha en eau libre et connut une sorte d'arrêt, de sursaut, de passage à vide. Et immédiatement après, ce fut la ruée des hommes qui poussaient de toute leur force sur leurs ridicules petits bâtons pointus, armes dérisoires pour lutter contre l'impériale puissance de la vague tumultueuse, charriant des tonnes de boue, de végétaux et de détritus de toutes sortes arrachés au cœur du continent sur des milliers de kilomètres. Nous nous sentions emportés, balayés, bousculés par un flot irrésistible aux remous forcenés. Cette impression était encore plus nette quand nous voyions fuir devant nos yeux angoissés les arbres de l'île accueillante que nous venions de quitter. Accrochés des deux mains au bord de la pirogue, nous pensions à tout moment être engloutis, mis en pièces par cette force impitoyable qui se jouait en grondant autour de nous. Les rameurs avaient accéléré leur cadence et se battaient avec acharnement contre cette force colossale qui nous poussait, nous secouait, nous injuriait. Combien de temps dura cette lutte insensée, cette course hallucinante au devant de la mort qui, de ses longs doigts visqueux et froids, nous giflait la figure, avant de nous arracher de notre monde d'illusions parfaites. 20 fois, nous frôlâmes la catastrophe. 20 fois, la barque se redressa pour subir de nouveaux assauts. Plongés dans ce miséricordieux engourdissement qui doit précéder les derniers instants, nous attendions tremblants le moment de notre anéantissement. C'est alors que l'atmosphère autour de nous commença à se modifier presque imperceptiblement. Le grondement des eaux s'apaisait, les secousses se faisaient moins sévères, la tension des pagayeurs se relâchait progressivement. Nous vîmes nettement sur notre gauche qu'un banc de sable tentait de se rapprocher, bien que fuyant encore à une grande vitesse. Après un temps d'incertitude, notre embarcation se décida enfin à entrer dans des eaux plus calmes, et les rameurs, d'un dernier coup de rein, la jetèrent contre la berge. Un long soupir de soulagement fusa de notre poitrine. Les hommes, à petits coups de pagaie précis, faisaient du surplace en reprenant lentement haleine. Nous n'étions pas encore arrivés au port. Avec un nouveau cri d'encouragement, le chef d'équipe fit reprendre la progression d'île en île, ce qui, en comparaison du rude passage que nous venions de franchir, nous sembla un jeu d'enfant. Et bientôt nous recommençâmes à échanger des plaisanteries, reniant nos terreurs passées. C'est alors que le drame passa à un souffle du bateau et de ses occupants. Une sorte de masse grisâtre surgit de derrière toute proche et plongea dans un formidable jaillissement à 1 mètre de la barque qui chavira presque, s'emplissant d'une impressionnante quantité d'eau boueuse. Les 2 gaillards à l'avant culbutèrent du bon côté et se retrouvèrent noyés jusqu'à la ceinture, une main agrippée au bord de la pirogue, l'autre griffant le sable de la berge. Ceux de l'arrière réussirent, par un miracle d'équilibre, à rester debout, tout en rétablissant la barque. Quant à nous, culbutés dès les premiers instants au fond du bateau, nous étions aveuglés par le flot nauséabond qui était passé à bord et dans lequel nous nous débattions avec maladresse. Quand le calme fut rétabli et que les 2 pagayeurs de l'avant eurent repris leur place, nous nous mîmes en devoir de tordre nos vêtements trempés, tandis que les autres écopaient le fond de l'embarcation avec des morceaux de boîte de conserve. Comme j'interrogeais pour savoir quel était l'auteur de cette mauvaise plaisanterie, l'un de nos hommes répondit « Ngoubou » et mon compagnon traduisit « hippopotame ». Suivant les explications qui me furent fournies par après, la bête, effrayée par notre passage, près de son trou de vase où elle se vautrait, avait plongé sous notre nez, allant chercher refuge au fond du fleuve. Si elle avait plongé un 10e de seconde plus tard, nous serions tous allés la rejoindre sans espoir de retour. Entre-temps, la nuit était tombée. Nous n'étions pas encore tirés d'affaire. En se guidant apparemment sur l'écho des cris qu'il poussait à des intervalles réguliers et auxquels on semblait répondre de très loin,
Les pagayeurs parvinrent en fin de compte à accoster la jetée de pierres de L+, où nous fûmes accueillis avec des transports de joie par un groupe d'amis, prévenus mystérieusement de notre arrivée, qu'elle était légère à nos pieds, la terre ferme que nous avions pensé ne plus jamais pouvoir fouler. C'est avec des jambes en coton et en tremblant de tous nos membres que nous reprîmes ainsi contact avec la réalité de la vie civilisée. On nous emmena dans une villa riante, chaude et éclairée, dans laquelle les gens parlaient, chantaient et riaient, en nous donnant de grandes claques dans le dos. Sous prétexte de nous retaper et de prévenir les effets dangereux de la baignade nocturne, on nous fit boire. Ne me demandez pas quoi, et n'essayez surtout pas d'évaluer le volume de ce qu'on nous fit ingurgiter. Ce qui est absolument certain, c'est qu'une heure plus tard, nous étions tous abominablement ivres, et que le lendemain matin, nous cuvions encore notre boisson quand le bac reprit le chemin de G+, sans nous. Les courses et démarches diverses dont nous étions chargés avaient pourtant été promptement menées par les âmes charitables qui nous avaient aidés à oublier notre dramatique traversée. Il n'empêche que nous nous retrouvâmes aussi idiots que la veille, plantés au bord du fleuve pour regarder le bac qui s'éloignait. Comme il n'y avait rien d'autre à faire, nous rebroussâmes chemin et nous nous mîmes en devoir d'oublier une nouvelle fois nos déboires dans un bon repas copieusement arrosé. L'après-midi était fort avancé quand nous quittâmes le restaurant en compagnie de nos nouveaux amis. Mon ami l'agronome était plongé dans une conversation très animée avec une paire d'écervelets, et si je n'avais eu à ce moment mon attention captivée par la silhouette d'une jeune personne que ma personne ne semblait pas laisser indifférente, peut-être aurais-je pu éviter une nouvelle catastrophe. Une fois le marché conclu, je n'eus plus qu'à m'incliner. Ce jeune fou d'agronome avait de nouveau loué une pirogue pour traverser le fleuve dans l'autre sens. J'aurais pu discuter, mais le cercle d'admirateurs qui nous entourait, au milieu duquel se trouvait la donzelle avec qui j'avais déjà arrangé un rendez-vous pour mon prochain passage, n'aurait pas compris cette reculade de l'intrépide broussard que j'étais devenu. Une nouvelle fois, nous redescendîmes au beach, port. Nous avions de très nombreux colis, c'est pourquoi on nous avança une embarcation beaucoup plus importante montée par 8 hommes, sans compter le chef de nage. 4 devant, 5 derrière, et nous, au milieu, coincés entre 2 monticules de sacs de caisse et de paquets. « Tu verras cette fois-ci comme ce sera amusant », affirma mon compagnon. En moins d'une demi-heure, poussés par le courant, nous y serions. Effectivement, G+, se trouvant plus en aval de L+, la traversée de 15 km en diagonale devait nous faire bénéficier de la poussée des eaux. Notre équipe de pagayeurs démarra en force et nous atteignîmes très rapidement une vitesse impressionnante. Les îlots que nous avions péniblement remontés la veille étaient effacés en quelques secondes, et nous pouvions presque lutter avec les mouettes et autres oiseaux aquatiques qui venaient raser les flots d'une aile téméraire. Nous aperçûmes à un jet de pierre le dos menaçant d'un hippopotame, flottant nonchalamment entre 2 bancs de sable. Plus loin, nous croisâmes les têtes triangulaires de 3 crocodiles qui entreprenaient eux aussi la traversée du fleuve, mais dans l'autre sens. Nous étions ainsi arrivés presque à mi-parcours, quand l'un des hommes s'arrêta de ramer et montra du doigt quelque chose que nous ne pûmes distinguer à l'horizon. Toute l'équipe se mit à s'agiter et à discutailler. Ils s'adressèrent enfin à nous avec de grands gestes et nous finîmes par comprendre qu'une tornade s'annonçait et que dans un quart d'heure, ce serait très dangereux de se trouver encore sur le fleuve. « Qu'est-ce qu'ils fichent alors à attendre les bras croisés ?» demandai-je à mon compagnon. « Ils disent qu'il est encore temps de rebrousser chemin. Et qu'en dis-tu? On continue ?» Les hommes se remirent alors au travail et bientôt retrouvèrent leur rythme initial. La pirogue se mit à voler sur les flots, mais ceux-ci se faisaient plus durs. Le vent s'était levé subitement. Comme on arrivait en vue de G+, la barque commença à tanguer violemment, et la houle devint tellement forte que nous devions nous accrocher fermement pour ne pas passer par-dessus le bord. Les pagayeurs continuaient à piocher les vagues avec entêtement, se dirigeant presque au travers du rideau de pluie et d'éclairs, tissant autour de nous un voile opaque troué par instants de fulgurants vrombissements diaboliques.
Nous touchâmes enfin à la vieille jetée branlante de G+. Encore fallait-il pouvoir s'y jeter sans dégâts. Ce fut un réel tour de force que de nous trouver indemnes avec nos colis quelque peu mouillés au bord du fleuve. Celui-ci était à présent déchaîné, mêlant ses eaux.